Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22 mai 2023. Bienvenue dans la quotidienne. On va justement préparer cette semaine ensemble. Semaine dans laquelle, au niveau des actualités, on a quand même pas mal de choses. On a de l'actualité au niveau de la macroéconomie. On a Biden qui parle de la crypto, pas forcément positivement comme d'habitude. On a une très bonne nouvelle pour Ripple. Et sur la partie technique, on va aborder la chute que l'on a eue justement hier et cette nuit, pour préparer cette semaine. Je vous donnerai aussi en fin de cette vidéo un setup un petit peu particulier avec justement ma vision court moyen terme sur ce qui est en train de se passer au niveau du BTC et ça commence tout de suite. On commence ces nouvelles par une attaque qui est un petit peu différente de d'habitude au niveau d'un protocole, donc Tornado Cash, déjà très connu, hein, Tornado Cash pas forcément pour les bonnes raisons, mais surtout son attaque, ça n'a pas été hacké de la façon classique, ça a été hacké à travers le DAO. On parle souvent du DAO comme étant une institution décentralisée, parfaite et autonome qui permet de gérer un protocole, oui, mais on peut très bien l'utiliser pour hacker le protocole, c'est ce qui s'est passé là. L'attaquant a fait passer une proposition malicieuse avec plus d'1,2 million de votes qui leur aurait permis de pouvoir minter justement des nouveaux tokens. Donc je crois que c'était plus de 10 000 tokens Tor qui ont été mintés, donc quand même un certain nombre de tokens pour le protocole. Ça a été réparé, mais ça n'empêche que ça montre que les failles ne sont pas que dans les smart contracts, ils sont même dans le processus de fonctionnement, et c'est le même principe que en démocratie. À partir du moment où on donne les voix, il peut y avoir des personnes qui sont malicieuses. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un DAO que on souhaite l'évolution du DAO, on souhaite peut-être l'exploiter, et c'est aussi ce que l'on voit avec ce qu'on appelle les curve wars, dans lequel les personnes se battent pour récupérer de la dominance au niveau du CRV, donc pour pouvoir faire des votes et de la gouvernance, pour pouvoir après derrière déterminer quel pool va posséder une incentive, et donc derrière quel pool aura de la liquidité. Et ça c'est très important de le prendre en considération, et c'est vraiment un jeu qui est réel et qui existe depuis la finance décentralisée, globalement, voire même bien avant, à partir du moment où il y a eu la création des DAO, où on donne la possibilité de prendre le contrôle, donc forcément les gens essaient. Ensuite, nous avons Biden qui a fait une intervention, alors lors du G7, mais ça n'a pas été dans le G7 qu'il a fait son intervention, c'est principalement concernant la discussion qui est entre les républicains et les démocrates sur l'état de la dette US. Pour rappel, ils doivent trouver un accord pour pouvoir justement augmenter la dette, le plafond de la dette, pour que l'État US puisse continuer à payer ses factures, et derrière il y a eu un refus de Biden en disant que n'irait pas dans ce qui avait été proposé parce que c'est quelque chose qui permet de protéger ceux qui font de l'évasion fiscale et les crypto traders. Ce qui est quand même très joli, c'est qu'on a au même niveau l'évasion fiscale et les copy traders, alors que le principe même de cette loi était de mettre en place sur la crypto quelque chose qui existe déjà sur les stock options, donc sur le marché action, qui permettait de défiscaliser une partie des pertes pour pouvoir diminuer le nombre d'impôts à payer. Mais a priori, on est vraiment dans un martèlement anti-crypto, on le voit bien, donc nous sommes tous des personnes qui font de l'évasion fiscale, et oui, voilà, c'est classique. Nous sommes des personnes qui font de l'évasion fiscale à partir du moment où on touche de la crypto, donc on est vraiment dans cette idiotie de communication anti-crypto, et ça reste totalement avec l'idée que la SEC risque de taper très fort sous peu. Par contre, parlant de la SEC, là c'est plutôt bien parti pour Ripple, hein. On a quand même quelques nouvelles qui sont en train de se mettre en place, notamment des emails qui ont été déclassifiés. Dans ces emails, il y a des échanges internes à la SEC qui définissent Ripple comme une non-security, que justement, ils ne remplissent pas le test habituel de la security, qui est certains éléments qui ne rentrent pas en compte, et ça c'est vraiment positif. Là-dessus, on a un ensemble de tweets qui sont en train d'être mis en place, donc je pense qu'on devrait avoir, voilà, c'est ça, c'est tous les OE factors ne sont pas pris en compte pour XRP, donc ce qui est plutôt très très positif. Donc on devrait avoir normalement une résolution qui va s'effectuer. Je pense que c'est une résolution qui sera pécuniaire et qui ne sera pas affichée à tous, ou en tout cas j'ai du mal à imaginer la SEC accepter le fait de se faire afficher et que XRP puisse continuer classiquement en ayant humilié la SEC. Ce sera compliqué, vraiment compliqué, surtout pour le reste des idéaux de la SEC, avec justement leur volonté certainement de mettre une grande pression sur les exchanges crypto et sur les cryptos en général.
Comme d'habitude, l'ensemble de ces informations vous les retrouvez sur mon Twitter, cryptolis_tech, ou directement en commentaire et en description. Au niveau de la macroéconomie, cette semaine, on va avoir un petit peu plus de mouvements. C'est vrai que c'était un petit peu mou la semaine dernière, je vous avais prévenu, on a eu quelques mouvements qui ont été relativement volatiles dans une journée, mais sur le weekly, quand on regarde la bougie semaine qu'on ira voir tout à l'heure, et que je vous ai présenté samedi, bon, on est relativement flat, donc on n'a absolument pas bougé. Là, on va avoir un petit peu plus de mouvement, parce que on a la minute de la Fed mercredi qui va arriver, donc avec quand même pas mal d'informations. On va avoir les ventes de logements neufs mardi, intéressant pour le mois d'avril, dans lequel on pourra avoir un petit peu de mouvement si jamais on éclate à la hausse ou à la baisse les 600 000. Ensuite, on aura le PIB qui va tomber jeudi, dans lequel on aura aussi, je pense, des bonnes surprises. Et on terminera la semaine, le 26 mai, avec le PCE Core, dans lequel on aura forcément du mouvement au niveau du PCE Core, surtout si on a un écart avec l'attendu de 0,3, c'est un petit peu comme d'habitude. On attaque la partie technique avec un début de semaine, donc comme je vous ai dit, voilà, en weekly, comme je vous disais la semaine dernière, on a clôturé, on a juste fait une bougie qui est plate, tout simplement plate, on a une tige avec une bougie plate dans laquelle on n'a absolument aucun corps. Ça sous-entend que ici on a une forme d'indécision. On a vraiment aussi un prix de départ de la semaine est égal au prix de fin de la semaine. C'est très important de le retenir. Ça veut dire que ici sur le CMA on n'a absolument pas bougé. Ensuite, au niveau du daily, on a toujours cette belle accumulation de week-off qui est en cours, hein, SC, AR, ST, STB. On a fait la belle cassure, on a fait un premier échec de cassure, on a fait un pullback, on a réaccéléré. Cette réaccélération nous a donné notamment ici la mise en place d'une distribution et d'un UT, d'un uptrust, en BC, AR, ST, SO, UT, ce que l'on attendrait ici c'est potentiellement un UTAD, ce qui n'est pas forcément sûr, hein, bien évidemment. Donc là, on va attendre surtout le passage de cette transition ici, transition qui commence à faire mal. Et on le voit de toute façon au niveau du RSI, qu'on est dans une forme de compression déjà depuis un certain temps. On respecte bien le canal de compression, donc ça sous-entend ici que le momentum n'arrive pas à se décider, qu'on est vraiment dans une zone d'incertitude qui est classique entre la dette US, entre la macroéconomie, entre la pression qui est en train d'être effectuée au niveau des cryptos par les USA et par le Canada et par l'Angleterre, donc par un certain nombre de pays. Donc forcément, on se retrouve dans une compression au niveau des liquidités classiques au niveau du BTC, et c'est quelque chose qui se voit aussi en une heure. On a bien la mise en place ici d'un canal de compression qui joue vraiment son rôle au niveau des liquidités. Actuellement, on a un marché qui n'arrive plus à créer des liquidités. Encore une fois, je vous réexplique qu'on est le 22 mai. Donc, normalement, on est dans une phase où on prend ses profits et on repart, on attend le mois justement de septembre pour repartir. Donc, on a toujours une complexité de liquidité durant mai, juin, juillet, août, et là, ce serait peut-être quelque chose qui sera en train de se mettre en place, d'où la mise en place du canal de compression que l'on a. Canal de compression dans lequel on a bien fait la partie retest qu'on avait définie la semaine dernière, hein, donc une très beau retest. Ensuite, sur ce retest, on a fait la cassure, on a été chercher le bas de canal de compression qui se trouve ici, dans lequel on a eu une petite réaction qui me semble un petit peu faiblarde, mais on la prend quand même, hein, dans lequel on a bien le momentum qui est passé ici en survente, donc on est bien dans quelque chose qui pourrait aller retester cette partie-là. Donc aller retester les 27 100, dans lequel on pourrait avoir une continuité baissière. Donc pour moi, la zone de retest à prendre en considération, on va la noter ici, serait là, cette zone ici, dans lequel on a un petit order block en plus. Hop, on va se mettre comme d'habitude retest pour avoir une cassure baissière ensuite par la suite. Est-ce qu'on va avoir une cassure tout de suite? J'ai tendance à penser que ça ne va pas être le cas. Si je devais modifier d'ailleurs ce qu'on a fait la dernière fois, j'aurais peut-être quelque chose qui serait comme ça, tac, on reprend, hop, quelque chose comme ça, pour ensuite chuter avec un dernier retest pour une cassure baissière. On va pas avoir trop de nouvelles, donc potentiellement demain, après-demain et après-demain, dans lequel après on pourra avoir une cassure pour aller retester les 25 200. Surtout qu'à un niveau de liquidité, on a quelque chose qui est relativement éparse, hein. On va regarder ça tout à l'heure. On va juste enchaîner tout de suite par notre ami order flow, dans lequel on a quand même pas mal de choses, hein. On voit que on a une belle divergence dont je vous ai présenté entre les positions des top traders et le mouvement du cours depuis avril, depuis fin avril, dans lequel on a un cours qui diminue et des positions top traders qui sont en train de monter. Et ici, on a une divergence entre des positions top traders qui sont en train de monter, encore une fois, et un cours qui est en train de chuter sur la petite accélération qu'on a baissière depuis le 16 mai. Donc ça montre qu'on est dans des phases d'achat
colossal au niveau des positions des top traders sur Binance. Autre chose à prendre en considération ici, c'est qu'on a un CVD spot qui est en cours de chute libre et le CVD perp qui est aussi en cours de chute libre. Donc on n'a rien qui nous dit que potentiellement on pourrait repartir, et pourtant à côté on a ici des positions top traders qui sont en train de se mettre en place, majoritairement en longue, et c'est le marché qui est en train de l'acheter. Sur le long terme, très important de le retenir, sur le long terme, on est en train d'acheter ce marché. Court terme, on est en train de le vendre très fortement, et donc ces liquidités se trouvent majoritairement ici. On a vraiment un gros pool de liquidités au-dessus de 26 800 jusqu'à 27 200, donc quelque chose à nettoyer pour moi, dans lequel on pourrait aller chercher justement cette liquidité, qui est l'idée que j'ai là, donc sur cette semaine, aller chercher la liquidité, récupérer, faire un petit short squeeze, et ensuite préparer soit une descente, soit préparer donc un nouveau mouvement qu'on analysera au fur et à mesure des quotidiennes, mais pour moi déjà on va forcément aller chercher la partie haute, chercher cette liquidité en attente. On a fait un très beau rebond, on est vraiment dans une partie basse ici, donc ce serait logique d'aller faire le retest. Encore une fois, la logique malheureusement dans l'analyse technique a ses limites, et il faut prendre en considération le fait qu'on pourrait casser tout de suite, toujours dans ces hypothèses. Mais bon, dans l'état, pour moi, on va faire chercher les liquidités, prendre le retest et faire une continuité de temps, chose qui pourrait être intéressant sur la suite. Les liquidités longues, bah, elles sont en dessous de là, hein, d'accord, elles sont en dessous des 25 200, donc forcément, il va falloir aller chercher beaucoup plus bas pour aller chercher les liquidités des longues. Comme ça, je vous dis qu'on achète sur le long terme, là, actuellement, et on vend sur le court terme. C'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Sur Ethereum BTC, on voit qu'on est toujours aussi dans ce canal de compression, hein, entre les deux, dans lequel on a une stabilisation entre l'Ethereum et le BTC, donc la paire entre les deux, pour moi, va rester dans cette idée-là. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde, on voit bien que on est ici dans une tendance qui est plutôt baissière pour aller retester plus bas pour repartir à la hausse, mais là on voit bien que on a ici un travail du cours qui est très important sur l'instabilité entre Ethereum, donc qui représente les use cases, et BTC qui représente la partie monétaire, et les deux se font attaquer, donc forcément on a un travail des cours qui s'effectue de cette façon-là. Ensuite, on a le Nasdaq dans lequel on a fait une clôture weekly qui a été plutôt positive, hein, au-dessus du break-off structure. On est en train de valider ici, mais comme d'habitude, si on commence à pousser dans un sens le début de journée sans l'ouverture du marché américain, ça sous-entend fortement qu'on va avoir un retracement effectif. L'élément important à prendre en considération, c'est que ici, nous avons bien une décorrélation entre le Nasdaq et le BTC, alors qu'on était plutôt bien corrélé. Là ce n'est plus le cas, qui est lié principalement des attaques autour de la crypto que l'on a déjà depuis un certain temps, et ça pèse son poids sur le BTC et sur les cryptos en général. Par contre, je voulais juste prendre un petit peu de recul par rapport à ça, par rapport à l'état des liquidités de la Fed. On avait dit que justement, suite à la crise bancaire, la Fed était en train de rallumer les billets. Alors personne, enfin tout le monde en a parlé de ça, mais personne parle maintenant du fait que bah c'est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a eu une accélération haussière ici par la mise en place ici du prêt, mais par contre on voit bien qu'on est en train de rediminuer depuis cette période où le prêt a été allumé. On voit bien que on a l'imprimante à billets qui s'est calmée et qu'on est en train de redescendre sur les niveaux excessifs. Donc du coup on est bien en train de rediriger vers la politique générale de la Fed. Donc on a une macroéconomie qui est en train de se diriger vers le fait de continuer à appuyer sur les taux d'intérêt pour diminuer l'inflation et continuer à aller ça malgré la crise économique. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ma vision court, moyen, long terme, n'hésitez pas à regarder la vidéo de samedi, je vous la mets en haut à droite, sur laquelle je vous ai fait une vision globale sur le BTC avec la partie macro sur globalement 6 mois, 12 mois du BTC avec ma vision sur l'évolution du cours. On terminera donc sur EGLD qui va être notre token d'aujourd'hui avec toujours cette politique d'avoir une accélération haussière au niveau du BTC pour aller chercher des niveaux au niveau de GLD là-dessus, parce que nous avons déjà ici une très belle accélération. Donc on a une belle accélération alors qu'on avait un BTC qui était en train de chuter à ce moment-là. On a un premier retest qui est en train d'être effectué. Pour moi, on va faire un deuxième retest, potentiellement un troisième très haut. Donc si jamais on a un BTC qui pousse à la hausse, comme on a défini tout à l'heure pour aller chercher les 27 200, 27 400, ça voudrait dire qu'on a un EGLD qui aurait de la place pour pouvoir pousser aussi et aller chercher des niveaux de liquidité de retest qui sont ici et ici. Donc pour vous donner les niveaux, 37 pour le plus haut et 36-38 pour le plus bas, dans lequel après on aurait une continuité baissière pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de faire un like, ça me fait toujours très plaisir, et on terminera sur le petit mot du sponsor qui est Bybit, un exchange décentralisé que j'utilise depuis plus d'1 an et demi, dans lequel vous retrouverez du spot, du perpétuel, un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé, des options,
tout pour pouvoir faire du trading autour des cryptos. Faites toujours très attention au montant que vous mettez sur ce type d'exchange, tout simplement parce que votre capital est essentiel et que il faut contrôler votre exposition. Il y a toujours des risques dans la crypto, que ce soit avec la crypto, que ce soit avec l'exchange, et il faut toujours protéger votre capital. Ne mettez pas plus que ce que vous ne pouvez perdre, ne l'oubliez pas. Et si vous voulez tester l'exchange, vous avez en commentaire et en description un lien pour justement avoir moins 10% sur vos frais de transaction, ainsi que jusqu'à 30 000 $ de bonus sur votre premier dépôt. Si vous voulez aussi un exchange non KYC, je vous ai fait une vidéo dimanche sur BingX, qui est, je pense, le nouveau exchange non KYC pour les perpétuels que j'utilise, qui ressemble grandement en termes de sensation à Binance. Et pareil, vous avez en description en commentaire un lien si vous voulez tester, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.